Vous êtes sur RBS 91.9, c'est l'émission Fin de séance qui va commencer, l'émission qui regarde le cinéma dans les yeux. Alors aujourd'hui, mes compères et moi-même, nous avons décidé de vous parler de la Palme d'Or, totalement hors saison, même à l'inverse puisque nous sommes en novembre et que la Palme d'Or c'est en mai. Mais comme c'est notre émission, nous faisons ce que nous voulons. Donc on va vous parler de la Palme d'Or, de son évolution, de ses circonvolutions, de son histoire, de son intérêt, etc. Alors le Festival de Cannes est né en 1946, juste après la guerre. Cette année, c'était tout simple, on était très sympa. On a décerné le Grand Prix international du film à tout le monde. Donc tous les films sélectionnés, notamment Rome, ville ouverte, parmi des dizaines de films. Alors cela va durer jusqu'en 1954. Et en 1955, on avait décidé de faire une petite Palme d'Or. Et le premier film à l'avoir, ce sera Marty de Delbert Mann. Et elle a été créée par Lucienne Lazon, donc une joaillière française. On avait fait un appel d'offres à l'époque, donc le conseil d'administration du festival, pour trouver un joaillier pour nous faire une petite Palme d'Or. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi la fameuse Palme d'Or ? Tout simplement parce qu'il y a des palmiers à Cannes, mais plus précisément puisque ces palmiers font partie des armes de la ville de Cannes, exactement comme c'est le cas pour l'ours de Berlin. L'ours fait partie des armes de la ville de Berlin ou le lion de Venise. Après 1963, donc la Palme d'Or avait été décernée au Guépard du Grand Visconti. Elle faisait pas l'unanimité cette petite Palme d'Or. Donc on a arrêté la Palme d'Or et on est revenu à la formule d'origine où on décernait un diplôme assorti d'une œuvre d'art originale. Mais elle revient en 75 parce qu'elle est résiliente cette Palme d'Or et elle a été redessinée plusieurs fois, mais surtout en 92, Thierry de Bancré lui donne son fameux socle en cristal et finalement en 97-98, la joaillière et présidente de Chopard, Caroline Greuzy-Scheffele, l'a refaite. Donc c'est parti chez les Suisses, la petite Palme d'Or. Ils en font plusieurs au cas où la première se perd d'ailleurs au passage. Et elle nous dit cela, Madame Greuzy-Scheffele, présidente de Chopard. Je suis heureuse et fière que la Palme d'Or, que j'ai redessiné en 1998, puisse aujourd'hui bénéficier d'un or traçable, extrait dans des conditions respectueuses des hommes et de l'environnement. On appelle ça le fair-minded de nos jours. Donc, on est dans l'ère du bio, de l'éco, de la responsabilité. Cette Palme d'Or, d'ailleurs, au passage, vaut 20 000 € apparemment, coffret compris. Et elle a récompensé des films tels que Othello d'Orson Welles en 1952, mais aussi la même année, 200 sous un film de Renato Castellani, Sans sous-espoir, c'est un titre assez compliqué, et ex aequo également en 61, Viridiana de Buñuel, ou Une aussi longue absence, ex aequo donc en 61, qui montre bien qu'on peut récompenser des films totalement différents. Nous en parlerons plus tard avec nos chroniqueurs. Et il y a aussi un reportage d'Alexis Veller, un journaliste reporter, qui a réalisé un documentaire sur la légende de la Palme d'Or, qui parle donc de ces fameuses mines colombiennes d'or où on extrait l'or destiné à la Palme d'Or, comme disait la présidente de Chopard. Et il dit, je cite, « Cannes reste un révélateur et la Palme d'Or ne se trompe jamais. Elle finit dans les bras d'un réalisateur qui a marqué l'histoire du cinéma. » Reste une question, Monsieur Veller, qui se souvient de Laurent Cantet, Marcel Camus, Elio Petri, Christian Mungiu ou même Alan Bridges? Et peut-on considérer Gus Van Sant vraiment comme un grand réalisateur qui a marqué l'histoire? Attention, question polémique. Pour découvrir tout ça, on va se demander tout d'abord avec Christian. Salut Christian. Salut Joao. On va se demander quel impact a la Palme d'Or sur les films, si elle en fait le succès, si ça n'a rien à voir, si c'est les deux. Et puis ensuite, puisqu'on va continuer dans les questions un peu plus profondes, peut-être un petit peu polémiques, mais en tout cas très politiques, avec Jonathan. Salut tout le monde. Et Jonathan va nous parler du contexte social et politique, puisqu'on a parfois, souvent, fréquemment, peut-être reproché à la Palme d'Or de trop être dans l'air du temps et d'être un peu dans le vent. C'est vrai qu'il y a des réalisateurs nombreux dont on se rappelle qu'à moitié, par exemple Alf Sundberg, qui on s'en rappelle pas. Mais si je vous dis que son film primé dans les années 40
a été écrit par Ingmar Bergman, tout de suite ça change la donne. Ouais, complètement, ouais. Donc on va commencer avec Christian pour voir à quel point la donne est changée pour les heureux lauréats de la Palme d'Or ou non. Ben oui, alors aujourd'hui, bonjour tout le monde, déjà. Voilà, on va parler un peu chiffres aujourd'hui. Je parle jamais de chiffres et aujourd'hui je vais parler de chiffres. Alors, nous avons, alors déjà il faut savoir que pour les Palmes d'Or, Joao, pour rebondir sur ce que tu disais, il y a évidemment des pays phares qui ont gagné les Palmes d'Or. On a notamment les États-Unis qui ont gagné 22 Palmes d'Or, la France qui est deuxième au palmarès avec 13 Palmes d'Or. Et juste derrière, l'Italie avec 12 palmes d'or. Donc tu vois, il y a quand même, effectivement, tu parlais de box-office, on peut voir que sur les palmes d'or, donc il y a 22 films américains, ce qui veut dire qu'aussi il y a aussi une influence sur la domination des Américains aussi dans le cinéma mondial, et donc sur le box-office forcément. Alors, la Palme d'Or et les succès cinématographiques. D'abord, vaste sujet. Vaste sujet. Il faut savoir que d'abord les premières Palmes d'Or ont toutes été des succès, des gros succès cinématographiques, qui ont dépassé les 5 millions d'entrées. Donc, ce qui est quand même de gros succès. Alors, on peut voir, par exemple, Miracle à Milan de Vittorio De Sica ou même Mademoiselle Julie de Strindberg, Othello, ou Le Salaire de la peur. Voilà, donc tout ça, ce sont les premières Palmes d'Or. Dans les premières, elles ont toutes dépassé les 5 millions. Donc je pense, moi, qu'au début, la Palme d'Or a effectivement eu une influence sur le box-office. Mais sans doute l'attrait de la nouveauté, le prestige de la cérémonie et qui faisait à l'époque peut-être un petit peu voilà le pendant des Oscars ou alors qui était aussi... Alors qu'aujourd'hui, ça n'est plus le cas. On se déplaçait peut-être plus aussi pour aller voir un cinéma dit plus intellectuel à l'époque. Peut-être. Je ne sais. Alors là. Oui, c'est ça. Alors si je peux rajouter une chose par rapport à notre émission sur les remakes. Oui. Dans les années 50, les remakes, comme on l'avait dit, avaient décliné et donc on aimait plus les reprises. Donc on remettait les vieux films en circulation et je pense qu'il y a eu une vague un peu plus intellectuelle, comme disait Jonathan. Ouais. Et puis c'est marrant ce que tu dis parce que ces années-là où ça a fait du succès, les lauréats de la Palme d'Or, bah comme j'ai dit avant, ce n'était pas la Palme d'Or, pas encore. Mais c'est ça. C'est ça qui est drôle. Et avant 55 donc. C'est ça. Mais en fait, le succès ne se démentit quasi jamais jusqu'en les années 70. Enfin, jusqu'à 72 en fait. Avant, il y a vraiment, on dépasse. En tout cas là, j'ai le box-office français, mais j'imagine que ça reflète un petit peu le cinéma européen et peut-être aux États-Unis, mais peut-être. Bon, en tout cas là, de 49 à 71 à peu près, tous les films dépassent. En moyenne font en gros 2, 3, 4, 5, voire 5 millions d'entrées quoi. Donc à une ou deux exceptions près quoi. Mais en 72, alors du coup là, mais c'est assez soudain finalement. On a le film qui s'appelle La classe ouvrière va au paradis, d'Elio Petri avec Gian Mariano Volonte que j'adore. Et avec donc c'est un film social très engagé et très à gauche qui parle de syndicalisme. Et là on tombe donc d'un coup subitement à 183 000 entrées, ce qui est très peu pour un box-office français. Et ensuite, j'avoue que, enfin, on peut l'observer à peu près jusqu'à 76 avec Taxi Driver de Scorsese, qu'effectivement ensuite la tendance s'inverse et qu'aucun film ne dépasse la barre des 800 000 entrées. Et donc là, en ce moment, alors et c'est vrai que là, on se retrouve avec du cinéma plus social, avec évidemment moins de moyens, moins de stars. On a même le premier film de Coppola qui s'appelle Conversation secrète qui a fait un énorme bid, qui a fait 200 000 entrées. Donc voilà. Et ensuite la tendance s'inverse à nouveau parce que la Palme d'Or a été de redonner à des films, on va dire un peu plus grand public, en tout cas avec un peu plus de moyens, avec des films américains, Pulp Fiction de Tarantino avec donc tous ces stars. Bon, je vais pas vous le refaire, Pulp Fiction, tout le monde le connaît. Lui, il a fait beaucoup d'entrées. Il a fait beaucoup d'entrées. Oui, c'est ça. Il a fait pratiquement 3 millions d'entrées, tu vois. Et on a la leçon de piano de Jane Campion avec Holly Hunter et Harvey Keitel qui aussi a été un gros succès au box-office. Mais quand même, à partir de ce moment-là, je pense que l'offre a été diversifiée. Le jury a changé. Je pense qu'il y a aussi un moment où il y a un besoin de se détacher des Oscars. C'est-à-dire qu'à un moment, de dire, bon, maintenant, on a les Oscars qui vont récompenser des blockbusters. Enfin, pas des blockbusters, parce que c'est pas la même chose, mais en tout cas, des films comme populaires. Il n'y a pas beaucoup de films obscurs aux Oscars. C'est quand même des grands films populaires qui sont là pour marcher. Hein. On est au cinéma. On est aux États-Unis quand même. Si je peux résumer les Oscars, c'est Spielberg. Ouais, voilà. En tout cas, c'est et j'ai compris qu'à Cannes on essaie de se différencier en proposant justement un cinéma plus international, plus difficile au regard du public.
Et puis il peut aussi tourner vers le cinéma moyen-oriental et oriental. Et là, du coup, alors j'ai vérifié, donc c'est absolument que des flops. Hein. En fait, il y a une mode de ce cinéma-là. On aime ce cinéma-là en France. Enfin, c'est ce qu'on dit généralement, ce que j'entends, mais ça doit sans doute être un milieu un peu bobo ou autorisé ou intello. Oui. En tout cas, ça ne marche jamais. Ça ne dépasse jamais le million d'entrées. Donc, en tout cas, les Palmes d'Or, ce sont toujours des flops. Des flops. Toute proportion gardée, c'est-à-dire que un film coréen dont on n'a jamais entendu parler, qui fait 700 000 entrées, c'est pas un flop. Finalement, si le film rentre dans ses budgets. C'est qu'en même temps, je pense que la Palme d'Or a un petit peu d'influence à ce propos, c'est-à-dire qu'elle permet de distribuer correctement ensuite le film, de pouvoir faire une petite publicité pour qu'on arrive à ces 700 000 entrées. Peut-être que là, effectivement, sans la Palme d'Or, on arriverait peut-être à ce qu'il soit même pas distribué, tout simplement, ou alors à avoir très peu d'entrées, quoi. Voilà. Et ensuite, bon, c'est vrai qu'après, on alterne selon ce que je disais, selon les réalisateurs et la réponse du public, comme Paris, Texas, pardon. Il y a Taxi Driver à nouveau, mais de Wim Wenders, qui a bien marché, qui est pas un film pourtant assez évident, hein, finalement. Hein, c'est un film assez, voilà. Je pense qu'il peut avoir, mais globalement, depuis maintenant une vingtaine d'années, à part Fahrenheit 9/11, il n'y a pas de succès public, en tout cas pour les Palmes d'Or de Cannes, à une exception. Depuis 2008, depuis 20 ans, il y a un film qui a dépassé le million d'entrées, c'est La vie d'Adèle de Keshish, donc un film français, enfin en tout cas voilà, avec des actrices françaises. Donc du coup, alors il y avait Entre les murs en 2008. Alors la question est effectivement, je vais vous la poser après, on va en discuter. Est-ce que la Palme d'Or peut influencer les entrées au cinéma? Est-ce qu'elle peut influencer le box-office? Alors je suis allé voir un peu sur le net et j'ai vu qu'il y a 9 réalisateurs qui ont remporté 2 Palmes d'Or. Nous avons Bill Auguste qui a eu en 88 la Palme d'Or pour Pelle le Conquérant et en 92 pour Les Meilleures Intentions. Les Meilleures Intentions, c'est la 2e Palme d'Or, donc il devrait être auréolé de ce succès. Et en fait, c'est le pire flop de toutes les Palmes d'Or, avec 92 000 entrées en France. Il y a une explication à ça. Donc voilà, et tu vas nous la dire tout à l'heure. Ouais, vas-y, bien sûr. Et pareil, et Francis Coppola en a eu 2, Conversation secrète a fait 200 000 entrées, et Apocalypse Now est devenu, effectivement, ce succès que l'on connaît. Donc à mon avis, je pense que c'est quand même inhérent au film lui-même, à la production, au fait qu'il y ait une star ou pas dans le film. Et je pense que voilà, il y a quand même le grand succès se fait indépendamment, en tout cas, aujourd'hui, de la Palme d'Or. Voilà, mes amis. Qu'en pensez-vous, vous-même? Moi, je pense qu'effectivement, c'est pas du tout lié, ou très peu. Comme tu l'as dit, une Palme d'Or, ça peut être très utile en termes de distribution. Mais quand on parle avec des professionnels, la plupart ils diront c'est bien sympa la Palme d'Or, mais pourquoi ils y vont, notamment les producteurs? C'est pour trouver des fonds et pour aller dans ce qu'on appelle le ou les marchés du film. En fait, Cannes, c'est surtout 90% de professionnels qui essaient de vendre leurs films. Et la Palme d'Or, s'ils la voient de loin, s'ils vont voir un film en salle, c'est vraiment pour se détendre. Ils passent 10 heures par jour sur un marché de films à négocier, etc. Cannes, ça sert surtout à ça. Le grand public, on entend peu parler. Mais finalement, la Palme d'Or, c'est côté prestigieux. Mais comme tu le disais, il suffit de voir les chiffres. Hein. La Palme d'Or est une vitrine, donc. Tout à fait. Ouais. Elle est d'ailleurs dans une vitrine. J'ai du mal à contre-argumenter. Je vais juste rajouter une chose par rapport au film de Billy Auguste, Les Meilleures Intentions. Alors, c'est très spécial. En fait, c'est une série au départ, donc pour la télé, qui durait en plusieurs épisodes, qui durait plus de 300 minutes et qui a été réduite à un film de 182 ou 180 minutes, à peu près 3 heures. Ce qui est pas mal, quand même. Ce qui est pas mal, mais là, ça pose une question intéressante. Ça va pas être le débat du jour, on en fera un autre plus tard, mais par rapport à Netflix, etc., en ce moment, il y a beaucoup de polémiques. Là, il y avait déjà un film qui était fait pour la télé, qui ensuite a été reconditionné pour le cinéma et qui obtient la Palme d'Or. C'est pas la, c'est pas la seule fois. Hein. C'est pas la seule fois. Il y a eu un succès aussi par rapport à ça. Mais c'est la seule fois où c'est un truc aussi long qui a été recondensé, voilà. Et surtout, comme tu l'as dit, qui ne fait pas d'entrée derrière. Oui, c'est ça, voilà. Et les gens connaissaient déjà l'histoire. Ah bon? Du coup, pas besoin d'aller le revoir puisque c'est déjà passé à la télé avant. Ouais, c'est ça. D'accord. C'était une coproduction dano, franco, anglo, germano. Bon. C'était le cas pour Millennium. C'était le cas pour Millennium aussi, mais pourtant Millennium ça fait un gros succès parce que les 3 films. Ils sont passés à la télé d'abord. Ils sont passés à la télé. C'était d'abord une série. Ils ont été remontés. Après, effectivement, il y a eu un engouement avec les romans, tout ça. Ah oui, c'est vrai que entre Millennium, et puis la publicité autour. Effectivement. Ça n'a rien à voir. Et Noumi. Ils ont poussé leurs produits. Ah oui. Voilà.
Donc moi Ouais, moi j'y vais. Ouais, c'est vrai. Madame Rapace est sacrée dans ce studio. Pour Voilà. donc Jonathan, peut-être un mot là-dessus avant de commencer ta chronique. Non, mais à écoute, toi. moi je suis assez d'accord avec lui sur le peu d'influence que ça peut avoir. Déjà, on va pas se mentir, c'est pour la plupart des films sélectionnés, c'est des films assez confidentiels. Contrairement à des Oscars qui eux effectivement ont une aura médiatique beaucoup plus importante. Hein. De toute façon, Ouais. c'est l'Amérique. Hein. L'Amérique, grosse distribution et puis gros film aussi. Gros Donc, sous. Voilà, gros sous évidemment. On en revient toujours à ça en fait. Eh Chaque oui, semaine c'est on ça. va. Le cinéma est l'art. Nous on considère de l'art les Américains du divertissement est l'art qui engage le plus de fonds. Enfin, on Ouais, parle de tout à fait. millions, de centaines de millions pour produire un film. Parfois, les Star Wars, cher au cœur de Christian, les James Bond, cher à mon cœur, etc. C'est 200, 300 millions, voilà. Et même un petit film français, c'est 2 millions. 2 millions qu'il a sur son compte en banque. Ouais. Après, après, Eh ben, une autre- je veux bien 10 euros pour Ouais, après, c'est- pour manger. Ah, après, il y a une autre chose aussi, c'est que même si les films, la plupart des films qui ont été sélectionnés à Cannes sont bons, même voire très bons, on aura quand même une aura de film chiant pour la masse, sans vouloir être condescendant, hein, sans vouloir, voilà. Mais c'est vrai qu'on va se dire ah non, c'est un film de Cannes, donc je vais m'ennuyer, et ça va jouer énormément. Donc c'est pour ça que ces films sont assez catégorisés intellectuels finalement. Ouais. Voilà. Dommage. Dommage. Pour certains. Ah dommage pour ça, oui, On oui. passe à mais- côté de clairement, oui, clairement. clairement. Très bon film. Il y a- Ok. Bah voilà, merci. Bah écoute, à bientôt les amis. Ah oui, non, mais Ainsi c'est- s'achève. Ça c'était pour par rapport à ce sujet-là. Dernière chose, c'est vrai, je disais ça en introduction, mais ça rejoint ce que tu dis avec les chiffres box-office. C'est qu'il y a plein de réalisateurs, ils ont peut-être été très bons, mais contrairement à ce que dit ce monsieur Veller, donc qui a fait ce reportage sur la Palme d'Or, je suis désolé pour lui, mais ce n'est pas vrai. Il n'y a pas que des réalisateurs qui marquent l'histoire. Mungiu, Alan Bridges, qui sont ces personnes de nos jours. Même les cinéphiles avertis, dont nous faisons plus ou moins partie, je vous en ai parlé, personne ne sait qui c'est. Alors on va me dire, un ultra spécialiste dira, mais si c'est machin qui a fait ceci, bah très bien. Moi personnellement, je vais voir sur Wikipédia et j'estime, pour faire cette émission, connaître un minimum le cinéma. Parfois des mecs totalement obscurs, mais alors là. Et Alf Sjöberg, donc celui qui a eu 2 fois la Palme d'Or, et ce monsieur Alf Sjöberg, un Ouais. Suédois, a eu 2 fois la Palme d'Or. La première fois avec l'écriture d'Ingmar Bergman, c'était sa première écriture. La deuxième fois sans lui. Mais j'ai jamais entendu parler de ces films. C'est quand même incroyable. Et en traînant sur des sites, en lisant des revues spécialisées, etc., en parlant même avec des journalistes, avec des gens du milieu, personne m'a jamais parlé de Sjöberg, mais Alan Bridges et de tant d'autres. Après, effectivement, C'est très bizarre. Je suis convaincu qu'un film, peu importe le réalisateur, même un réalisateur qui ne sera plus connu par la suite, un film peut marquer son temps. Un réalisateur, là pour le coup, le réalisateur n'a pas marqué son temps en tant que Ouais. tel, en tant que Mais même les réalisateur. films ont pas trop. Je te dis le Là, nom des pour le films. coup, oui, effectivement. Tourment. Oui. Bon, dans là, les on est années d'accord, 40. ouais. Hetz, il y a plein de films de Marcel Carnet, Les Enfants du Paradis, etc. Tu sais ce que c'est. Oui, Ils ont non, pas mais eu bien Palme sûr, d'Or. Oui, ils sont en train Donc, dans bah, le bon, panthéon du cinéma quoi. Tout ça pour enfoncer le clou que la Palme d'Or, ça marche pas pour faire marcher ton film. Alors, c'est à Jonathan maintenant. Il va nous parler un peu du contexte social, de la Ah, on va politique parler un peu de de- Cannes. Attention. Magouille et compagnie. Non, je rigole pas jusque là quand même. Magouille et compagnie. Alors, on appelle ça les conflits d'intérêts quand on est courtois. non, pas alors ça a plus contexte comme tu l'as dit, un contexte social et politique. Ouais. Vous allez voir, c'est parfois ludique. Vous allez pouvoir participer. Je vais vous faire deviner les films à certains moments. Waouh. Waouh. C'est Encore la un nouveauté quiz. dans l'émission, encore un quiz. Ah, c'est pas très dur. hein. Un quiz par semaine. J'ai pas pris les Formidable. films les plus confidentiels. Ça sera la journée des Ça va. nouveautés. Bon alors comme on disait, donc c'est un fait, tous les films récompensés d'une Palme d'Or n'ont pas toujours été pour des raisons, disons, cinématographiques. Alors certes, ce n'est pas la seule remise de prix entachée par des considérations politiques ou sociales, mais quand on se veut une cérémonie de prestige et d'exception, excusez-moi du peu, mais ça fait d'autant plus tâche. Ouh, c'est voilà. déjà chaud. Eh, ça commence, commence ça Je commence jette un fort. pavé dans la mare, Il attention. commence fort. Et plouf. Ouais. Surtout quand les films en question sont pour certains loin d'être très bons. Malhonnête la Palme d'Or, mais pas du tout. On va voir ça tout de suite avec quelques films qui vont très vite donner le ton. Donc on commence immédiatement avec ce célèbre documentaire primé à Cannes en 2004, le second après Le Monde du silence de Cousteau et Louis Malle en 56 du coup pour celui-ci. Si je vous dis 11 septembre, attentat, guerre en Irak, vous me répondez? Only for Columbine. Ah, Non, il a fait exprès, il a fait il a exprès, fait- mais oui, le méchant. Et là il me pète toute ma... Pas voilà. du tout. Laisse Christian répondre, lui, il a toutes les réponses. Fahrenheit. Ouais, bingo, c'est ça. Donc avec son docu, parfait pamphlet anti-Bush, visant à la non-réélection de ce dernier, de l'aveu même de son réalisateur, Michael Moore, de son nom, reçoit la palme à une époque où notre bon président Chirac venait de décider de ne pas soutenir les États-Unis dans leur croisade en Irak. Ajoutez à cela une haine grandissante du pays de l'oncle George à l'encontre de celui de Jacques, manger des pommes chez Chirac, et vous obtenez 2 bonnes raisons d'élire ce film, peu tendre avec l'administration américaine du moment.
Même Quentin Tarantino, président du jury cette année-là, n'a pas su résister aux sirènes de la propagande de la résistance, pardon. Attention. Voilà. Et s'est vu contraint de récompenser ce film, lui qui lorgnait pourtant du côté du film sud-coréen Old Boy. Résultat des courses, Michael Moore n'aura pas réussi à empêcher la réélection du président Bush, mais n'aura finalement pas tout perdu. Mon choix perso pour cette année, et je vais faire ça à chaque fois, vous allez voir. Ah, donc mon choix perso, Old Boy, c'est mon film préféré, donc voilà, là pour le coup, c'est... Ouais, je sais, certains ici... T'avais qu'à y être, mon vieux. Voilà, ouais. Fallait dans le jury. Ben, j'ai tenté. J'avais 2 ans. Mais... Allez, oh, t'as un peu plus quand même. Allez, il est tout jeune. On remonte un peu plus loin dans le temps, cette il est tellement bon. Cette fois-ci en 1981. Cette année-là, la palme revient à l'homme de fer, et alors là, pardonnez mon accent, donc Dandrij Vajda. Oui. Ouh là là là, mais qu'est-ce que c'est donc que ce film-là? Certains me demanderont-ils. Comme mon mauvais accent ne l'a probablement pas laissé deviner, le réalisateur est polonais et son film l'est tout autant. Petite contextualisation historico-sociale rapide. Nous sommes à Gdańsk, en Pologne donc, et plus précisément sur ses chantiers navals. À cette époque, Anna Walentinowicz crée une association indépendante pour pallier aux besoins des ouvriers. Sauf que voilà, dans la Pologne communiste, ça ne rigole pas et les syndicats sont interdits. La pauvre Anna est renvoyée manu militari le 7 août 1980 pour s'être montrée trop humaniste. Une semaine plus tard éclate alors une grève générale qui va durer 14 jours et à l'issue de laquelle naîtra Solidarnosc, célèbre syndicat fondé par Lech Walesa et donc Anna Walentinowicz. Un mouvement social contre le pouvoir communiste en place est alors en marche. Et franchement, si aujourd'hui ça paraît rien, c'était hyper couillu pour l'époque quand on sait que 11 ans auparavant, les dernières protestations à date avaient provoqué la mort de 12 personnes et engendré plus d'un millier de blessés. Et donc c'est cette grève des chantiers navals de Gdańsk que dépeint l'homme de fer, à peine 1 an après les faits. Et bim, ça fait une palme d'or. Dans vos tronches, les méchants communistes. Ouais, propagande politique, on y est toujours, hein. C'est bon? Non. C'est beau ce que tu dis. Ouais. Oui. Mon choix perso pour cette année-là, Les Portes du Paradis de Cimino. Ah oui. Voilà. Ah oui. Bah, bien sûr. Ah ouais. Il a ruiné le studio qu'il a produit. mais c'est un film bah formidable. voilà, il fallait bien. Bon, allez, on se rapproche de notre époque. Mai 2013. La vie était belle, le soleil resplendissait, je venais tout juste de rencontrer ma chérie, et Cannes voyait un film honteusement insipide se voir remettre le trophée suprême de sa compétition. Allez, rejoins un peu. L'une de mes actrices principales prétend avoir été élevée à l'école de la vie, mais se cache bien de rappeler qu'elle est la petite fille du président de Pathé et la petite nièce du président de Gaumont. Rien que ça. Oh là là. L'entrée dans le monde du 7e art n'a vraiment pas dû être facile pour la petite Léa. Ah, non, je l'ai dit, mince, pardon. Bon, allez, pas grave. On parle donc de la vie d'Adèle, donc d'Abdelatif Kechiche, avec dans les rôles principaux Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos. Ouais. T'as réussi à le dire du premier coup, bravo. Ouais, mais non, c'est pas l'habitude, mal. force d'habitude, professionnalisme. Donc, ce qu'il est bon de rappeler, c'est qu'en France, la loi pour le mariage pour tous a été promulguée pile poil durant le Festival de Cannes 2013. C'est un Heureux hasard, hasard du c'est un calendrier, hasard. heureux hasard du calendrier qui n'a pas manqué d'influencer le choix du jury mené par Steven Spielberg. L'intention est louable, si ce n'est que le film ne mérite clairement pas la moindre distinction. Délire d'un réalisateur pervers filmant ses scènes de sexe lesbien comme les fantasmeries à un ado mâle accro à Pornhub. Le sacre de ce film n'a finalement été qu'un beau pied de nez aux opposants au mariage homosexuel qui défilaient dans Paris ce jour-là. Je sais pourquoi j'aime bien ce film. Une belle récupération politique et médiatique sur l'autel du cinéma en somme. Dommage qu'il n'y ait pas eu un meilleur représentant cette année. Bah si, attendez. Mais si, il y avait Ma vie avec Liberace de Soderbergh qui figurait pourtant dans la sélection. Bon, bah c'est vrai qu'il était moins jeune, moins sulfureux. Il y a un ami qui n'est pas d'accord avec toi. Je parle en comparaison avec La vie d'Adèle, attention. Ah, d'accord. Pas dans l'absolu. Ah ouais, Ah bah, ouais. en comparaison. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas le meilleur Soderbergh. Non, en clairement pas. comparaison, un film de Max Pécasse, Clairement cher pas. à Christian, aurait des palmes d'or. hein. D'ailleurs, Ma vie Parce avec que des fois, Liberace. il y a des choix, tu te dis, bon, je la donne à personne. On peut revenir sur le sujet Principal. télé Palme d'Or. Ma vie avec Liberace Oui. était produit Oui. pour passer sur HBO. Exact, C'est vrai, exact, c'est vrai. exact. Donc mon choix perso pour cette année-là, Michael Colas d'Arnaud Despalières D'accord. avec Mads Mikkelsen. Wow. Là, d'accord. Ouais. Ah, Moi, que j'adore. que j'ai adoré aussi. Là, d'accord. Comme le Et temps Mike est- Mikkelsen, hein il est vraiment, c'est un des puis acteurs j'ai- Ah, favoris. mais film, il est ouais. très très bon. Le film est bon, l'acteur est bon, enfin vraiment tout quoi. Donc comme je disais, comme le temps est un bien précieux dans cette émission, citons quelques autres films sans pour autant nous étendre. Vous êtes prêts les deux? C'est Oui, parti, ça va jouer. attends, je me prépare. On y va. Allez, bien que mon réalisateur soit très talentueux en plus d'être le sosie de Christian, je suis pourtant son plus mauvais film. Un comble pour un palmé. Film français traitant d'exil et d'immigration à une époque où la crise des réfugiés Audiard, Dipan. faisait rage. Je suis sorti en 2015, je suis effectivement Dipan. C'est vrai. Dipan, J'ai jamais Dipan, pensé à Dipan ça. de Jacques Audiard. Je vais voir des photos après. Mon choix pour cette année-là, certains vont me critiquer, Vas-y. mais The Lobster de Yorgos Lanthimos, Ah ouais, ou beaucoup Mon plus. roi de Maïwen, que j'ai moi pour le coup adoré. Mais bon. Ah, d'accord. Bah, beaucoup plus. Très bon film, attention ça rejoint. Très bon film, mais pourtant choix politique dans une ère américaine et anti-Irak. Je narre une journée fictive dans la vie d'adolescent, fictive et néanmoins inspirée d'un drame qui toucha le lycée Columbine Elephant. aux États-Unis. Oui, sorti en 2003 et réalisé par Gus Gus Van Van Sant. Sant. Je suis Elephant. Oui. Ouais, bien. Toujours filmé de dos. Toujours filmé de dos, toujours. Ouais. Parti pris intéressant. Non, mais. Non, très bon film cependant, hein. Mais Ouais. effectivement, Pas une palme d'or. on est dans l'air du voilà, exactement. Ouais, mais... Mon choix perso pour cette année-là,
un film effectivement un gros film connu, Mystic River que j'ai vraiment aimé. Et non plus, j'arrive pas à donner à la plupart de ces films, à part ceux que tu as cités avant, mais que le Colas, me dire ah tiens, Palme d'Or. Pour moi, Palme d'Or, faut que je vois le film, je sors, je me dis waouh. Mais formellement Apocalypse Now, sur le quoi, fond. tu vois. alors je vais pas mentir, j'ai regardé la sélection, moi, oui. j'ai regardé la sélection parallèle donc à chaque fois effectivement du vainqueur. Je vais pas mentir, il y a certains films plus ou moins inconnus que j'ai pas vu forcément, des films qui étaient peut-être très très bons justement. Donc, mais tu sais, c'est pareil pour les Oscars. Hein. Je veux dire, à un moment, il y a aucun grand. Tu vois vraiment qu'un grand film est un grand film quand le film a eu, je sais pas, 11 Oscars par exemple. Tu vois, tu dis bon là, bon. Et quand il a tout raflé, c'est vrai. Merde. Contre-exemple. Tout de suite, Jonathan, contre-exemple. Mais ça marche pas. Bon, allez, continue ta chronique. Merde. Allez, attention, c'est parti. On en a encore 2. Ok. Vas-y. Donc on est à combien 1-1, c'est ça. Attention. Allez. Véritable palme d'or sociale. Je regroupe à la fois les thèmes du chômage, de la pauvreté et du handicap. Daniel Blake. Et oui, c'est ça. Film britannique sorti en 2016. Je mets en avant les difficultés. Mais Ken Loach, c'est mon chéri. Face à l'administration quand on se retrouve en situation de handicap. Voilà, je suis Daniel Blake. Daniel Blake de Ken Loach. Mon choix perso pour cette année-là, Tony Erdmann, donc de Marina 2. J'ai pas vu, mais ça a l'air vraiment bien aimé. Plus c'est une palme d'or que pour le coup, Ken Loach l'a eu pour Le Vent se lève, c'était plus mérité quoi. Enfin. Et parce que la guerre en Irak a fortement influencé les années 2000 et semblerait-il le Festival de Cannes. Un petit dernier pour la route. Vas-y. Je n'ai rien à voir avec l'Irak, mais de l'aveu de mon scénariste, mon histoire renvoie métaphoriquement au conflit qui a touché ce pays et à l'intervention occidentale qui a eu lieu. Film sorti en 2006, mon réalisateur fut déjà celui de la réponse précédente, film ayant pour thème la guerre civile irlandaise de 1922. C'est Le Vent se lève. Oui, Le Vent se lève. Je dois le dire. La grand vainqueur, Joao. C'est normal. Et mon choix perso. C'est le maître. C'est ça, on l'a laissé. Apparemment incontesté. Christian, tu l'as laissé gagner. Exactement. Je voulais laisser gagner. C'est quand même lui qui nous paye grassement pour venir ici. Mon choix perso pour cette année-là, et alors là j'étais un peu tiraillé. Il y avait Babel de Iñárritu, Le labyrinthe de Pan del Toro, que moi j'ai adoré pour son sous-texte. C'est le grand film. Et puis Le Vent se lève finalement que j'aurais quand même récompensé parce que j'ai adoré ce film. Et parce que tu es gentil. Non, il est pas gentil. Bon allez voilà. Ken Loach est bon. Et Ken Loach est très bon en vrai. On va pas se mentir. Et unique. Oui, très bon. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. On constate cependant que le social et la politique influencent la récompense du festival de façon plus importante depuis les années 2000. On en tirera les conclusions qu'on voudra bien. Et voilà, à vous les studios. Parfait. Christian, un commentaire là-dessus? Eh bien écoute, finalement ça rejoint un peu ce qu'on disait par rapport à ma chronique et au succès. Ça, c'est vraiment... entre cinéma politique et cinéma commercial, entre cinéma engagé et choix personnel du jury, parce qu'en fait finalement c'est quand même un choix personnel, c'est quand même subjectif. On va pas récompenser le film de l'année. Ça n'est pas possible comme dans les autres. Ils se battent des fois entre eux. Ils se battent entre eux, c'est très dur. Des fois, il y a aussi carrément des Adolf Hitler qui étaient. Oui. Alors ça, ils se battent pas. Là, il y a un dictateur. Comme Kirk, quand on avait parlé, Kirk Douglas, ou Isabelle Adjani, la délicieuse Isabelle Adjani. C'est pas l'air commode. Hein. Et voilà. Et donc voilà, c'est un des choix qui sont. On va pas se mentir aussi. Je pense que peut-être, tu sais, s'ils avaient eu un jour de débat en moins ou un jour de débat en plus, la Palme d'Or aurait été un autre film peut-être, tu vois. Effectivement. On sait pas. Après, j'allais dire, on va pas se mentir, c'est ce qu'on a déjà dit entre nous, c'est que déjà nous on a le recul nécessaire, bien sûr, que les gens n'ont pas forcément. Et puis après, conflit d'intérêts, pas conflit d'intérêts, on ne saura peut-être jamais, mais il y a toujours des films, des copinages, des choses comme ça. Non, et puis même inconsciemment, je pense pas des fois que c'est pas de la manipulation, mais je pense que c'est vrai que si tu es dans le jury et que le réalisateur avec qui tu as travaillé 3 ans auparavant est un réalisateur que tu adores et avec qui tu as adoré travailler et qui a fait un bon film, tu vas inconsciemment tu vas dire putain mais j'ai envie qu'il ait la Palme d'Or, tu vois. Mais attention, gros mot. Quand on voit par exemple Fahrenheit 9/11, qui est un gros doigt d'honneur à Bush et son administration, on a le droit de se poser avec le recul justement la question de la légitimité de la Palme d'Or, dans la mesure où ce documentaire en plus déjà c'est pas le meilleur de Michael Moore, loin de là, donc comme je le disais, de l'aveu de Michael Moore, ça a été monté pour contrer la réélection de Bush, donc c'est à charge et en plus de ça c'est même assez manipulateur. Donc mais je pense qu'il y a aussi une espèce de faux le festival de Cannes a envie aussi des fois de
de proposer des messages, tu vois, et puis d'être engagé, mais faussement engagé, c'est-à-dire attention, on va prendre un risque, on va élire on va donner la Palme d'Or à ce film-là parce que c'est un film un peu politique, engagé et, et fair-minded. Et fair-minded. Ouais. Parce que l'or, il vient entre deux cocktails à 50 000 euros chez Fauchon, on se dit oh là là, on va attention, là on va. Attendez, il y a des gens qui galèrent dans la rue, on va m'en faire un film sur eux. Exactement. Voilà. Une espèce un peu de truc un peu bon. Pour ma part, je trouve ça un peu malsain même, tu vois, c'est un peu clairement. Bon. Ça l'est, même au-delà de ta part. Au-delà de ta part, ça l'est. Un petit côté bien pensant. Ouais, et donc tu parlais des dictateurs, mais il y a aussi, on sait des fois les combats qu'il y a eu à l'intérieur du jury. Donc là, je reviens à des trucs plus légers, moins social. Par exemple, pour Taxi Driver, et Scorsese aime bien cette histoire d'ailleurs. Il y croyait pas trop d'avoir la Palme d'Or. En fait, Tennessee Williams, le président du jury, trouvait le film trop violent et c'était un gros nom. Mais nos amis Costa Gavras et Sergio Leone ont milité, voilà. Et évidemment, ça va encore plus loin que ce que disait Christian. Enfin, ça va plus loin, c'est dans le même giron, le même domaine. C'est-à-dire, c'est aussi son propre cinéma qui compte. Tennessee Williams, conflit de génération, quoi. Pas un mec qui faisait. Enfin, il y avait la violence entre ses personnages dans son écriture. Mais Sergio Leone, c'est comme un cinéma de la violence. Ouais. Et Costa Gavras, c'est politique et souvent violent avec les gens qui se battent. Et puis à l'époque, c'était vraiment le nouveau cinéma aussi. Voilà, c'est ça. C'était le renouveau un peu. C'est ce que disait Jonathan. Ouais. Voilà. Donc il y a tout ça. Mais c'est vrai que du coup, la Palme d'Or, en tout cas pour moi personnellement, comme la plupart des prix, ont très très peu d'intérêt, puisque quand on s'y penche, les Oscars c'est un bon exemple. Les Césars deviennent presque insignifiants pour un milliard de raisons que j'ai pas le temps de m'étendre là-dessus. Ouais. Mais du coup, on se dit, mais alors. À quoi servent ces prix? Enfin, ça fait que écrire ça fait vivre les journaux, les Inrecuptibles et le Monde. En tout cas, avec le recul, moi, je me demande quelle est l'utilité. Avec le recul, je suis quand même assez étonné de la Palme d'Or qui a été attribuée à Pulp Fiction, finalement. Ouais. Mais d'ailleurs, ça fait une polémique de tous les diables, comme on dit, en 1987. Il y a déjà pas un lobbying c'est quoi, Miramax? Non, Harvey Weinstein. Ouais, c'est les Weinstein. Est-ce qu'ils avaient déjà pas commencé leur lobbying de l'époque? Non, le film est bon, on va pas se mentir. Non, le film est très bon. Le film est très bon, ouais. L'ami de tout le monde à l'époque, c'est ça. Après, et pour finir là-dessus, avant la petite pause, Pulp Fiction est un des films qui pose bien cette question qu'on est en train de dire, mais à l'inverse, à contrario, puisque le film est très bon, mais je défie quiconque de me dire, oh, c'est un film avec un grand fond. C'est un film. Moi, j'adore Tarantino. Mais c'est justement parce qu'il ne met pas de fond, c'est le pur formel, c'est des clins d'œil, sauf c'est Django et le film avec le nazisme où là il a tenté des trucs plus adultes. Avec le dernier, les 8 salopards, il est revenu au Tarantino à l'ancienne. C'est la vengeance, c'est tout, la pure vengeance. C'est un film formellement très beau. C'est ça. Mais du coup, on peut se poser la question. C'est des kiffs, quoi. Qu'est-ce que récompense la Palme d'Or finalement? Elle récompense à la fois des oncles Bonne-Mé, des films thaïlando-spirituels quasi incompréhensibles. Elle récompense des films super sociaux comme le film de Ken Loach et Daniel Blake, des Pulp Fiction, tout ça sur 20 à 30 ans, sur c'est court. Hein. Donc on se dit, qu'est-ce que fait la Palme d'Or? Et au bout d'un moment, pour moi, j'ai une image dans la tête, c'est ces palmiers à Cannes, le vent qui souffle et qui les fait bouger, ils vont dans le sens du vent. Ouais. Et moi on me dit c'est la Palme d'Or, j'ai presque envie de dire ça me donne une raison de ne pas y aller plus que d'y aller. Est-ce que tu voudrais dire que le vent se lève? Le vent se lève. Le vent se lève. Allez. Ok, bon, je vous propose d'écouter un peu de musique. Parfait, parce que là j'ai besoin de boire un peu d'eau. Tu vois. Allons-y. Arrête de révéler tous les secrets du studio. C'est vrai qu'on m'a déjà dit. Voilà. Je sais que tu aimes une chanson de Queen. Oui. Qui s'appelle Radio Gaga. Et comme on est sur la radio 91.9 RBS, je m'en vais l'envoyer pour toi. Restez avec nous, on revient après, on parlera des sorties.
Vous êtes toujours sur ABS 91.9 dans l'émission Fin de séance, l'émission qui regarde le cinéma dans les yeux et qui met de la belle musique également. Alors, n'oubliez pas... oui, je ne mets pas ce morceau pour rien. Oui, tout à fait. Alors, n'oubliez pas d'aller sur nos pages respectives, donc la page d'RBS, Radio Bienvenue Strasbourg, également la page Fin de séance sur Facebook. RBS a également un Instagram et un Twitter.
Et pour l'autre part, fin de séance, nous avons une superbe chaîne YouTube où vous pouvez voir les vidéos de Christian et moi les compères, certains lives qui sont ensuite remis sur la chaîne, et évidemment tous les podcasts de cette émission fin de séance. Et dans fin de séance aussi, on fait des critiques. Et oui. Et alors, Christian est allé voir Bohemian Rhapsody, le film sur la vie de Queen, notamment de Freddie Mercury. Qu'en as-tu pensé? Quelle est ta critique? Comment ça se passe? Eh ben écoute, j'ai vu donc, oui, tu as raison, Bohemian Rhapsody de Bryan Singer. On en a parlé la semaine dernière, donc je vais pas revenir sur la production, qui joue dedans, blablabla. Donc bref. Eh ben écoutez, j'ai pensé que, vous savez que pour nous ici à fin de séance, on est toujours un peu méfiant sur les biopics, qui est un peu difficile. Et pourtant, voilà, il y en a des très bons évidemment. Eh ben, Bohemian Rhapsody, je le classe dans le bon biopic. Pourquoi je le classe dans le bon biopic? Parce qu'il arrive à déjà visuellement, il est déjà certaines scènes, je trouve même époustouflantes techniquement. Notamment évidemment le Live Aid qui a été entièrement refait donc pour le film, donc ce fameux concert humanitaire, je sais pas si vous en avez entendu parler pour les plus jeunes d'entre vous, donc en 1985, donc au stade de Wembley et au stade de Philadelphie, donc chaque stade donc rempli de 100 000 personnes chacun. Plus de 7 milliards de spectateurs dans le monde, avec tous les plus grands groupes de l'époque, les Who, David Bowie, etc. Donc Queen, qui étaient remontés sur scène pour l'occasion, car ils étaient quasi séparés. Donc c'était un one shot et leur prestation a été apparemment la prestation, enfin moi je suis d'accord, mais la plus remarquée de tout le Live Aid. Donc ils ont mis tout le monde d'accord. Et ensuite ils ont sorti une Kind of Magic. Ils ont fait une tournée mondiale, la dernière en 86, puisque notre ami Freddie Mercury était malade du sida et ne pouvait plus tourner. Et ce film s'arrête au Live Aid, commence depuis le début du groupe en 1970, et on suit évidemment un peu plus la vie de Freddie Mercury, qui est un peu plus exaltante que ces trois comparses, qui ont une vie plutôt assez, un peu rangée des voitures. Merci pour cette expression ridicule, je sais pas pourquoi je la sors celle-là. Et le film s'attache évidemment à la partie musicale du groupe et aussi à la partie personnelle de Freddie Mercury. Et alors la partie musicale est convaincante. Moi je suis très difficile par rapport à ça. Lorsque le groupe répète, lorsqu'il enregistre, lorsqu'il est sur scène, tout est crédible. Les acteurs ont vraiment joué le jeu à fond, ont joué vraiment la gestuelle de Freddie Mercury et de l'acteur principal est vraiment incroyable. C'est-à-dire que moi je connais la vidéo du Live Aid parce que je l'ai vu plein de fois, et vraiment le moindre geste en fait, le moindre signe au batteur pour la fin du morceau, le moindre break de batterie est fait exactement comme sur le Live Aid. Et ça, techniquement c'est une prouesse incroyable. C'est rarement le cas dans les films et musicaux, biopic ou pas en tout cas. Donc là, merci et bravo monsieur Bryan Singer. Tu nous disais aussi que la synchronisation labiale, c'est ça qui La synchronisation labiale est incroyable. Ouais. Donc là il faut vraiment chapeau. Et pour la partie personnelle, j'ai trouvé le film un petit peu court et il survole un petit peu trop éventuellement les problèmes d'homosexualité. C'est pas un problème d'homosexualité, mais en tout cas les problèmes que Freddie Mercury a pu rencontrer dans sa vie à cause de son homosexualité. Et puis le rapport entre les musiciens, quoi, parce qu'on parle vraiment d'une famille. Queen, finalement ils sont très proches, c'est véritablement une famille. C'est pas comme certains groupes qui se voient simplement pour enregistrer et qui ne se voient plus en dehors. Là vraiment et ça on le ressent, c'est bien montré, mais je suis presque resté sur ma faim. J'avais vraiment envie que ça soit encore plus long, plus que cette que toute la carrière de Queen, c'est-à-dire du début, soit plus, je sais pas comment dire ça, plus exploré, c'est ça, ouais. Et allez, c'est Bohemian Rhapsody 2 dans 2 ans. Et voilà, donc alors pour un biopic, bravo, même pour un film tout court, Bryan Singer, c'est vrai que c'est un réalisateur qui aurait plutôt réalisé 2 bons films, pas des chefs-d'œuvre. On pense à Usual Suspect, ou alors les X-Men, un réalisateur honorable. Et là, c'est un film. D'ailleurs, dans la salle, c'est incroyable parce qu'en fait, j'étais à l'UGC à Strasbourg, dans une grande salle qui s'appelle la salle 30. Et qui était quasi pleine, et les spectateurs à la fin on sent qu'ils ont été vraiment touchés par le film, ils ont applaudi à la fin, ce qui arrive assez rarement finalement d'une séance de cinéma. Et puis pour terminer, je termine aussi sur le côté un petit peu pathos du film, c'est-à-dire lorsqu'il apprend qu'il
qu'il est atteint du sida. Donc c'est filmé avec pas mal de retenue, et ça j'ai beaucoup aimé. Il y a juste un travelling sur Freddie Mercury qui est dans une salle avec un médecin qui discute donc de sa maladie, et avec un petit léger travelling, et il y a Who Wants to Live Forever, cette chanson superbe Magnifique. de Queen. Et puis voilà, et puis c'est tout, tu vois. Et lorsqu'il l'annonce à ses amis, on s'attarde pas dessus, il y a pas de larmes, on voit qu'ils sont très affectés, mais finalement c'est une scène qui dure 30 secondes, On et puis évite le pathos. on évite le pathos. maximum, ouais. Et ça termine par ce concert au Live Aid qui justement a quelque chose de très positif, tu vois, qui les a un peu relancés finalement. Et ben voilà. Donc Bohemian Rhapsody, je vous le conseille. Allez-y les amis, que vous aimiez la musique de Queen ou pas, même si je pense que comme moi j'aime bien Queen, j'ai sans doute été influencé par les morceaux musicaux. Je suis musicien. J'ai été passionné par toutes ces images qui nous montrent comment est-ce qu'ils ont enregistré Bohemian Rhapsody, cet empilement de pistes, l'idée qu'ils ont eue. Donc moi ça me passionne. Après je sais pas si un néophyte, un non-musicien peut être. On ira le voir. Voilà. On ira le Donc allez-y. Si vous ne voulez pas aller le voir, il y a aussi d'autres choses qui se passent à Strasbourg. C'est pas vrai. Oui, il y a des différentes avant-premières. Alors au Star Syntex, c'est demain, lundi 5 novembre à 20h15. Il y aura, en présence du réalisateur Michael Ayers, il y aura le film Amanda. Donc c'est l'histoire d'un homme qui a 24 ans, qui vit de petits boulots, qui ne s'engage pas trop dans la vie, dans les choses. C'est Jonathan. Ah bah non, lui il a une copine, Merci, etc., merci. etc. Non, attends. Et Ça donc y est, en on fait, peut y aller pour les vacheries. non, et donc là, je peux finir le synopsis de Amanda ? Bon. Et donc, parce que pour l'instant, j'ai parlé d'un homme, donc c'est pas un homme qui s'appelle Amanda. Donc, il a 24 ans, mais il a une sœur, et cette sœur meurt brutalement, et elle a une enfant de 7 ans, Amanda, qui va devoir élever. Donc, il y aura le réalisateur pour lui poser des questions du pourquoi, du comment. Donc, demain, 20h15 au Star Syntex. Toujours au Star Syntex le lendemain. Alors, il y a un film assez particulier, donc à 20h15 toujours, Star Syntex toujours, comme je disais. Ça s'appelle Tikopa. Alors, Tikopa, ça parle d'une tribu qui est sur une petite île. Et je vais vous lire ça. Je l'ai noté, c'est assez dingue. C'est très étonnant. Tikopa, une petite. Ah oui, non mais attendez. C'est des pygmées ? Non, pas du tout. Sur l'île de Tikopia, le jeune roi Tinamo a la lourde tâche de maintenir les conditions de vie de son peuple et les transmettre aux générations à venir. C'est une civilisation vieille de 3000 ans. Lui et son peuple sont désormais confrontés à des enjeux qui perturbent la relation millénaire qu'ils entretiennent avec leur île, etc., etc. Et il faut savoir que cette avant-première exceptionnelle sera en présence du jeune roi de l'île, le vrai, sa délégation et le réalisateur en tournée dans toute la France. C'est génial ça. Donc, Bien, alors ça, c'est vraiment un truc, c'est du jamais vu. Ah ouais. Donc Faut le vivre, voilà, un peu, je voulais le signaler si ça peut intéresser des gens évidemment. Donc à 20h15 mardi, Tikopia. Et enfin l'Odyssée, donc tout le même jour, le 6 novembre à 20h15. Alors une problématique un peu plus proche de nous, si j'ose dire, le nucléaire, l'impasse française, en présence du réalisateur Patrick Banquet et d'une personne de Greenpeace. Donc là, c'est un peu plus, on revient dans le social. Ça on va en être parlait dur, avant. Ouais, c'est vrai. Oui, écoute, Mais en même j'annonce, temps- je mais sais oui, que oui. c'est trois choses intéressantes. Par Non, contre, tout à fait. je suis plus tenté par Tikopia parce que c'est vraiment. Foufou. Donc il y a C'est le mot. un jeune roi qui nous rend visite. Là, Ouais, j'avoue, c'est génial, ça. Là, sur le papier, voilà. ça donne envie. Hein, ouais. Ouais. Sur le papier, ça donne envie. Alors maintenant, la rubrique que tout le monde attend, le J'y vais pas. J'y vais ou j'y vais pas à le cinéma qui est à côté de chez moi. Eh ben, Alors, qu'est-ce que c'est qu'on va voir alors? C'est parti. Il y a des super sorties cette semaine. Et il y a donc Saltan à l'hôtel El Royal. J'y vais pas. J'y vais. J'y vais. Oui, mais je sais que tu vas pas. Toi. Ouais. Pourquoi? Moi, j'y vais pas, jamais de la vie. Bah, visuellement, ça me semble rigolo. Visuellement, intéressant. sur les acteurs, l'intrigue, le huis clos. Je pense que ça peut être rigolo. Le réalisateur aussi, réalisateur que j'aime assez. Donc Qui est c'est Matt Reeves, hein, c'est ça? C'est? Matt Reeves? Matrix. Je ne sais pas. Moi, ce film m'intéresse Ah, pas. c'est Donc Matrix, c'est à Ah, vous quand de ça t'intéresse défendre. pas, tu t'en fous, toi. Ah non, je sais pas qui a réalisé. J'ai vu la bande-annonce, j'ai fait c'est non. Hop, Et, je suis rentré chez moi. Et la musique aussi, Michael Giacchino. Donc Ouais. allez, j'y vais. Ok, bon, High Life. Alors, High Life, c'est un film de Claire Denis, un film de science-fiction Ah, avec ouais. Robert Pattinson, notre ami vampire. Alors là, mes amis, Alors là, nous avons vu la bonne annonce ensemble Ouais, tout à et fait. je peux vous dire que j'y vais. Ah là, j'y vais totalement. Et moi aussi, Alors là, ça a l'air assez étrange. Je pense que c'est la priorité de la semaine. Ouais, on dirait une espèce de Solaris des temps modernes, Ouais, d'après ouais. ce qu'on Ouais. comprend. Avec un twist de Passenger, peut-être. Enfin, ça a l'air assez étrange. Avec, et Claire Denis, c'est une des Claire réalisatrices Denis, françaises qui compte, je trouve. Pattinson qui pourquoi s'améliore, mais d'année en année, mais vraiment. Ah bah, il tente des trucs, on peut pas Sur, lui sur la lui bande annonce, reprocher. en tout cas, il a l'air impressionnant. Ouais, ouais. Mais Ouais. il Il a a fait des une films gueule déjà. qui a l'air mal. Il a une gueule qui fait peur. Ah, il est pas du tout Cronenberg, beau il était gosse. génial, mais alors là, ouais, il a l'air. Ouais. Là, Ouais.
Alors, sinon, un film totalement dingue, c'est le cas de le dire, Crazy Rich Asian. Donc l'histoire d'une asiatique, je pense qu'elle est chinoise, qui a trouvé un mec qui s'appelle Yang et c'est son nom de famille. Et ce monsieur, en fait, elle ne le sait pas, mais il est richissime. Donc il finit par lui présenter sa famille et elle se retrouve dans un monde d'ultra riches et on fait une comédie un peu à l'américaine, mais avec des Chinois. Hein, c'est pour le marché chinois. Et il y a une personne qui n'est pas chinoise, contrairement à ce que tout le monde croit, elle est malaisienne. Il y a Michelle Yeoh, que j'adore, mais en voyant la bande-annonce, j'ai peur qu'elle soit un peu perdue. Moi, j'y vais pas, c'est sûr, certain. Non, elle paye ses impôts, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense. Il y avait pas Ken Jeong d'ailleurs dans la bande-annonce aussi. Il y avait qui? Ken Jeong. Ah, je pense. Ouais, tu l'as vu toi hier. Tu me dis. Ouais, c'est ça. Ouais, on aurait dit que c'était lui, ouais. Il y a des stars. Mais j'y vais pas quand même. Moi, lui qui font des guests en fait. Hein. C'est ça, ouais. Bah les stars. À part Michel Yeoh qui a un des rôles principaux. Les stars asiatiques un peu connus aux États-Unis ou en Chine. Michel Yeoh, ça fait mal, parce qu'elle m'a fait rêver entre le James Bond de Demain ne meurt jamais, entre Tigre et Dragon et d'autres films de kung-fu. On va pas tous les citer. J'ai cité les deux plus connus, mais effectivement, elle m'a fait rêver. Là, ah non, mais là tu vois la bande-annonce, c'est la comédie romantique classique. Ça aurait pu être n'importe quel acteur, c'était la même chose. Alors, Un amour impossible avec Virginie Efira, tiré d'un livre de Madame Angot. Alors oui, notre âme. Bon, voilà. Alors j'ai rien contre Efira, mais ouais, maintenant j'y vais pas. Non, moi je l'aime bien, mais Angot c'est. Moi j'aime bien aussi. Mais c'est vrai que là, il y a un problème avec son partenaire, Nils Schneider. Donc on ne sait pas s'il est français ou pas français, mais en tout cas, il parle comme ça. Je t'aime, tu sais. Ne me quitte pas. De la comédie française. Du français. Et donc, alors. Là, je me retrouve chez Romer et alors je me dis. Ils sont vilains. Non, mais alors du coup, non, mais là, je m'excuse officiellement de la partie de non, mais là, je peux pas. C'est impossible. Et pourtant, il y a une bonne idée, c'est que Virginie Efira est belle jeune et belle plus vieille, plus âgée. Et là, elle traverse le temps dans le film et je trouve ça plutôt bien fait. Dans la bande-annonce, ça a l'air plutôt bien fait. C'est bien fait. Encore une nana. Mais monsieur Nils, écoute. En fait, le film a l'air bien fait dans la bande-annonce, je trouve. Mais pas dans je pensais à son voir, intégralité. Même en avant-première. Et puis la bande-annonce, je me dis, je sens que ça va être le film bien fait, mais finalement, en tout cas pour moi, pas très intéressant sur le fond, sur l'histoire qu'il raconte. Ça va être très classique. Voilà, il a fait un enfant, elle élève l'enfant, l'enfant l'aime pas parce que déjà vu. Elle revoit son père qui est un mec super cultivé, mais qui en fait n'est pas un bon père. Et ça va être un film sur la morale de tout ça. C'est con, ça m'a tellement gêné le jeu de cet acteur que j'en ai oublié le jeu justement de la demoiselle dont je ne connais pas le nom, qui joue justement après l'adolescente et qui elle joue plutôt bien. Qui avait l'air bien, Mais là, vraiment, ça m'a bloqué. Donc c'est rare, mais là. Alors, on va voir si on est bloqué pour le film suivant. C'est Kursk, donc un film sur ce sous-marin russe qui a eu des problèmes à des milliers de mètres de profondeur. Avec Colin Firth, par exemple, Matthias Schoenhardt, donc Schoenhardt, j'essaie de bien le prononcer pour nos amis flamands, et une personne cher dont au cœur de Jonathan nous a parlé juste avant, cher au cœur de tout le monde, notre amie Léa. Léa qui est toujours là pour son grand talent. Tout à l'école de la vie. Ah oui, c'est un film de Thomas Vinterberg que j'adore, mais j'avoue que Léa Seydoux, ça me refroidit à chaque fois. Est-ce que Léa Seydoux va m'arrêter? Voilà, moi c'est ça. Peut-être pas, parce que il y a Colin Firth quand même, il y a Colin Firth. Max von Sydow. Ça a pas l'air d'être le rôle principal. Mais qui a un rôle très secondaire. Qui a un rôle très secondaire aussi. Mais bon, Vinterberg, je me dis, je vais pas m'arrêter. Voilà, exactement. Je vais pas m'arrêter à aller assez doux, j'irai le voir. Je pense que je vais y aller aussi finalement. Vous m'avez convaincu. Ouais. Non, il est bien, il a l'air bien. Mais elle me fait peur. Ouais. Oh bah dans la bande-annonce ça fait très peur. Alors on rappelle que Léa Seydoux, tu m'as dit, c'est quoi? Elle joue une russe mais qui parle anglais du coup. Ouais, non mais c'est et elle a pas l'accent russe, elle a pas l'accent anglais. Déjà dans Spectre, j'ai fait me cisailler les veines, mais enfin bon. Alors, et on va finir par notre ami un homme pressé. Avec Lucchini. Avec Lucchini, qui fait du Lucchini. Qui fait trop de Lucchini. Lucchini fait du Lucchini. Lucchini tue Lucchini. C'est l'histoire d'un PDG qui a une attaque cérébrale et suite à ça, c'est une histoire vraie. Il y a eu d'autres cas comme ça. Ah, c'est il change. Mais c'est écrit sur le début. Il change, c'est-à-dire il a des problèmes de langage. Voilà, donc il apprend à parler. Et du coup, il devient sympa apparemment. Bon. Moi, je trouve que Lucchini a l'air bon, mais le problème, c'est que tous les autres acteurs autour, contrairement à notre jeune ami d'un Mon Amour Impossible,
ont l'air un peu mauvais. C'est un peu le film sur lequel on aime bien tirer un peu tristement, mais on est obligé, franco-français, où on met une star et puis on met des gens autour. Exactement. Il y a Leila Bekti que je trouve vraiment médiocre à chaque fois. Mais je sais pas que je la trouve médiocre, c'est que là, je la vois pas à sa place, comme d'habitude. Voilà, comme d'habitude, c'est comme ça. dans The Predator. Voilà. Donc, oh là, le grand écart. Le Predator. Voilà, ouais. Avec la scientifique du Predator. Ah, et là, je vois la, Olivia Moon. là, Ça a rien à voir, je d'accord. vois J'allais la, dire, Leila Bekti dans Predator. mais non, mais c'est pareil. Elle joue là, un médecin aguerri, qui est là, et puis non. Comme Denise Richards, tu veux dire? Ouais, dans voilà, James c'est ça. Denise Richards. Entre autres. Voilà. Non, mais effectivement, le film, donc pour les plus vieux et les plus jeunes aussi, donc on en avait parlé, ça fait un peu penser sur le pitch à propos d'Henry avec Harrison Ford. Ah oui. Donc exact. cet avocat un peu véreux qui a suite à un accident Devient gentil. subit une rééducation et devient gentil et décide de défendre les gens qu'il a attaqués précédemment. Donc Non, là, ça fait vraiment le il y a film le schéma un peu classique que voilà, Lucchini c'est ça. a fait pour mauvais payer qui devient bon. sa baraque à La Rochelle. Donc, de temps en temps, Et- il en fait un par an, et puis il dit bon, allez. Joao Qu'on est Lucchini méchant. qui fait du Lucchini quoi. Non, Ouais, bon, moi je il y en a l'adore. marre. Hein. J'aime comme bien, de- j'adore Lucchini. Non, mais c'est pas pareil, tué, voilà, c'est pas tué, mais il commence à m'agacer, en fait. Mais voilà, Moi, il ça, m'agace, il se même dans car- ses- il y a comme Johnny Depp, il se caricature en fait. Ou comme De Niro à l'époque. À un Ouais. moment, quand De il a Niro, fait, c'est bien pire. Hein. ouais, à un Niro, il moment, a sombré totalement. À un De Niro, moment, il a fait ouais. des comédies après, donc il a rechangé un peu son. Lucchini reste bon, faut quand Ah, même être. C'est des comédies où il s'autoparodie. ouais, mais enfin, c'est l'acteur beau français joueur, type, quoi. Lucchini, qui fait Lucchini. Ouais, Il peut rien ouais. faire d'autre. Ouais. Il ne peut pas se, de la on comédie voit française. moi, je vois Lucchini avec des rôles interchangeables et c'est Lucchini. Et moi, ça m'embête, ça m'ennuie. Je préfère un acteur qui s'efface derrière un rôle et qui, voilà. Ouais. Bon, mais en tout cas, on va pas y aller apparemment, Non. ou alors sur un coup de tête. Non. Eh bien, l'émission s'achève. Vous avez rendez-vous ensuite avec La Voix du Portugal. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de fin de séance. Avec joie. N'oubliez pas de venir nous dire bonjour sur la page Facebook Fin de séance ou le Fin de séance YouTube. Et vous verrez toutes les vidéos dont je parlais avant qui sont absolument fantastiques, n'est-ce pas, Christian? Oui, ben, on va finir parce que je vais vous faire plaisir à mon ami Joe. Je ne vais pas dire ce que c'est, je vais l'envoyer. Parfait. Comme Allez, ça. C'est un morceau pas connu du tout. C'est militant. C'est social. Minded. À la semaine prochaine.